Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste malin, intuitif, qui bouscule les codes. Il y a des artistes qu'on croit avoir cernés parce qu'ils font rire, parce qu'ils sourient, parce qu'ils vont vite. Et puis on prend le temps, on regarde entre les lignes, entre les sketchs, entre les apparitions. Et là, quelque chose s'ouvre, une faille peut-être. Une vision surtout, une volonté de créer à tout prix et de transmettre sans jamais cesser de divertir. L'invité d'aujourd'hui est de cette trempe-là. Un homme multiple, infatigable, insaisissable, un homme qui a fait de l'humour une passerelle, de la scène un territoire et de la télé un tremplin pour dire autre chose, autrement. Animateur, comédien, metteur en scène, auteur, producteur et père. Il débute dans le sport, rêve un temps de ciel et de vitesse, écrit pour l'équipe avant de bifurquer vers le théâtre d'abord, où il écrit, monte, joue. C'est là, bien avant les caméras, qu'il affine sa voix. Mais c'est la télévision qui le révèle au grand public. La météo de M6, puis la France a un incroyable talent. Il impose une énergie, une liberté, un regard, mais il ne s'arrête pas là. Il crée ses propres spectacles à Paris, à Las Vegas. Il invente des mondes pour les enfants, pour les adultes. Il dit ce que l'on cache parfois, trop souvent, le handicap, la ménopause, la différence. Il est le feu d'artifice sous contrôle, une sensibilité assumée, une fierté revendiquée. Et il est là, avec nous, Alex Good. Bonjour. Bonjour, dis donc les présentations. Tu y allais franco. Ose devenir celui dont tu rêves. C'est la devise de ce podcast. Qu'en est-il pour toi en 2025 ? Écoute, oui, c'est un peu le leitmotiv de ma vie, presque toujours. Après, le problème, c'est que dès que j'ai un rêve, j'essaye de le faire. Donc après, il faut que j'en trouve un nouveau, tu vois. C'est mon problème. Voilà, mais j'ai ça que j'aime bien. C'est les challenges et les défis permanents. On va parler de ton enfance, de tes premiers rêves. Tu es né à Neuilly-sur-Seine. Exactement. Et enfant, tu rêvais de devenir pilote. Alors, ouais, d'abord, ça a été le foot, vraiment beaucoup le foot. Je me suis plongé dans le foot et tout ça. Après, tu parles de pilote d'avion ou de pilote de voiture? Parce que j'ai fait les deux. Puis, moi, j'ai cru comprendre que c'était sport, les deux, quoi. C'est pas, non, alors, parce que j'ai voulu être pilote d'avion, puis après, je suis monté dans l'avion et j'ai eu peur de l'avion. Ce qui est drôle aujourd'hui, parce que je prends l'avion tous les jours. Mais quasiment. Mais à l'époque, j'ai eu peur, donc je ne pouvais pas être pilote comme dans Top Gun. Mais par contre, j'ai fait du foot beaucoup. Puis quand je me suis cassé le genou, je suis devenu pilote de voiture. Là, j'ai fait beaucoup de voitures, du karting et de la course automobile, qui sont une de mes passions encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Je n'ai pas raté un Grand Prix de Formule 1 depuis, des millénaires, je crois. Voilà. Et tu rêvais de quoi, enfant? Écoute, je rêvais de pas grand-chose en vérité. Je rêve toujours de m'amuser. Et j'ai une chance inouïe, tu vois, quand tu vois mon âge avancé, quand même, cette année, je passe un cap qui me déprime rien que d'y penser. La quarantaine? La cinquantaine, c'est gentil, merci beaucoup. Tu les fais pas, oui, t'es beau. C'est gentil, mais c'est dans un mois. C'est le rire qui maintient. C'est dans un mois, donc voilà, le rire, pas d'alcool, pas de drogue, pas de clope, je pense que c'est surtout ça qui maintient. Mais oui, donc voilà, j'ai toujours eu la chance d'avoir souvent des passions qui arrivent d'un coup, tu vois, et quand j'aime un truc, je me jette à fond dedans en général, et après j'arrive à en vivre à chaque fois. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance pour ça, mais oui, tu vois, j'ai des rêves qui sont épisodiques, tu vois. Je me suis dit, tiens, moi je vais faire du théâtre, après je me suis dit, tiens, je vais faire un show à Las Vegas, bon, maintenant j'en suis à 17, mais après je me suis dit, tiens, je vais faire un film, donc là je prépare mon premier film, tu vois. Maintenant mon truc, c'est de me dire, attends, j'en ai marre, tout le monde fait des séries, donc là j'ai écrit ma première série. Voilà, et après je vais la faire, et puis c'est tout. Tu vas vite, après, ça marchera. Tu vas vite. Que faisaient tes parents? Est-ce que tes parents étaient artistes? Rien à voir avec la choucroute du tout. T'as grandi dans un univers plutôt... Alors, maman aussi quand même, puisque ma mère était dessinatrice. Voilà, elle est à la retraite maintenant, elle va toujours très bien. Et voilà, mais elle a toujours eu cette fibre un peu artistique, ça c'est sûr. Mon père, pas du tout. Il était directeur de communication d'une énorme boîte française qui s'appelait Ron Poulenc à l'époque. Voilà, donc pas du tout là-dedans. Après, il était rigolo avant de sombrer dans un truc moins drôle, mais il a été drôle. Donc voilà, et je pense que c'est lui qui m'a appris à travail, puisqu'il bossait beaucoup. Il bossait beaucoup. Tu entames une carrière journalistique, donc tu fais des études pour devenir journaliste, c'est ça? Alors, pas du tout, encore une fois, nous sommes sur des trucs où moi c'est à chaque fois des hasards et des rencontres et tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, je faisais de la voiture, de la course automobile, et j'ai toujours été passionné de jeux vidéo depuis que je suis né, quoi. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir, à 3 mois, j'avais les premiers trucs qui existaient à l'époque, enfin, parce que, encore une fois, je suis très vieux, donc voilà, j'ai beaucoup joué tout le temps, encore aujourd'hui. Je suis l'égérie de Micromania, c'est bien qu'il y a quelque chose qui reste. Et donc, si tu veux, donc, je faisais de la course automobile à l'époque, et ma passion, c'était le jeu vidéo. Et mon père, qui était dans sa phase
folle juste avant qu'il ne disparaisse, m'a dit en gros, débrouille-toi maintenant, fais ce qu'il faut de ta vie. Donc là, il fallait absolument que je trouve un travail. Et comme ce que je savais faire, c'était des jeux vidéo, faire des blagues pourries et conduire une voiture, j'ai envoyé à PlayStation Magazine à l'époque, je me rappelle, à Jean-François Maurice, le rédac chef, je lui ai envoyé un journal entièrement faux et refait, avec toutes mes blagues de merde, et où j'expliquais que j'étais pilote et que donc je pouvais être plutôt bon pour les critiques de jeux de voiture, quoi. Là, t'as quel âge? Et là, j'ai 20 ans. Donc J'ai méga 20 ans. audacieux Oui, mais comme toujours. Hein, pour et le coup, inventif. j'ai toujours fait ça. À chaque fois que j'aborde un sujet, je me dis tiens, qu'est-ce qu'on va faire qui va être un peu disruptif. Et voilà, du coup, il m'a rappelé. Et c'est comme ça que je suis arrivé. J'avais jamais fait du journalisme de ma vie, tu vois. Puis après, je suis devenu rédacteur chef adjoint. Enfin, tout ça, j'ai grossi là-dedans. Voilà. Mais justement, cette audace, faut avoir l'idée, les ressources. Où est-ce que tu as trouvé ces ressources d'après toi? Est-ce que tu as Surtout eu... qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est Et ça. donc le magazine, je l'ai retapé à la machine On à était écrire. moins informés Voilà, j'ai qu'aujourd'hui. tapé le magazine à la machine à écrire, j'ai découpé les trucs, je les ai collés sur son magazine à lui. Et donc, il a reçu un magazine entièrement refait par moi, avec des vannes partout. Mais est-ce que tu avais une inspiration, quelqu'un qui t'inspirait, un modèle? On a toujours des modèles. Non, pas tellement. Vraiment pas tellement. J'ai pas tellement eu ça. J'ai toujours eu le truc de me dire qu'est-ce qui me fait rire moi. Et je me dis, si je me fais rire moi, avec un peu de chance, je vais réussir à faire rire les autres. Voilà. Et j'ai toujours eu cette passion de me dire, bon, la vie, elle est quand même suffisamment chiante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rire ou réfléchir avec le rire? Voilà. Donc, j'ai toujours eu ce truc-là qui me pousse, tu vois. Toujours, même quand je fais de la télé. C'était des impulsions ou tu avais vraiment un projet, un objectif avec un truc bien tracé? Non, j'ai vraiment toujours l'objectif de me dire, je veux que quand les gens me voient ou voient un de mes travaux, ils soient dans une bulle d'un coup et qu'ils se marrent, qu'ils oublient leurs problèmes. Voilà. C'est toujours ça mon leitmotiv. C'est vraiment toujours le truc que je me dis, tiens, je veux faire passer un bon moment aux gens, quoi. Et là, quelle est la réponse? En ce moment, tu vois, je suis sur plein de sujets. En ce moment, je suis sur la ménopause. Maintenant, j'attaque les problèmes des garçons. Mais... Non, mais quand je parle de la réponse, c'est quand tu envoies ce journal. Ah, je te dis, il me rappelle tout de suite. On te rappelle tout de suite, on te propose de bosser. Il me dit, mais j'ai jamais vu ça, vous êtes fous, venez me voir. Voilà. Et j'ai appris le journalisme avec Jean-François pendant 5 ans, tu vois, avant qu'après j'aille à d'autres journaux. Mais voilà. Et donc là, t'entames une carrière en tant que journaliste. Journaliste de jeux vidéo, ouais. Et ce qui à l'époque était surréaliste, c'est que si je vous dis les prix, l'argent qu'on gagnait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc on vendait un magazine qui était vendu très cher. C'était en euros, ça ferait 10 euros. Tu vois, c'était vendu 10 euros parce qu'il y avait le fameux CD de démo où tu pouvais tester les jeux à l'avance. Maintenant, tu télécharges ta console, t'as tout. À l'époque, il n'y avait pas. Donc on vendait 200 000 exemplaires du magazine par mois. Aujourd'hui, ils en vendent plus, ça n'existe plus. Les magazines de jeux vidéo, ils en vendent 3 000 et ils sont contents quand ils en vendent 3 000, tu vois. Nous, on en vendait 200 000 à 10 balles. Et nous, les quelques journalistes de ce truc-là, on était payés, enfin c'était honteux, tu vois, j'avais 21 ans, je gagnais en francs 40 000 francs par mois. Ou 50 000 francs par mois, c'était énorme, je gagnais plus que mes parents. Tu vois, c'était un truc de fou, parce qu'on était triés sur le volet, il y en avait très peu. Et ça consistait en quoi exactement ton métier de journaliste? Tu écrivais, tu enquêtais, tu recherchais? Mais non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc les boîtes de jeux vidéo nous envoyaient partout dans le monde. On allait voir les jeux vidéo à l'avance, on pouvait en parler, faire monter le buzz. Il n'y avait que la presse. Après, évidemment, et quand moi j'ai arrêté ça, j'ai arrêté avant qu'Internet n'arrive, parce que je suis parti pour la télé et le théâtre. Ils m'ont tous traité de taré. Tu vas très très vite. Tu vas très très vite, Alex Good. Je vous ai dit, il est... Donc là, 5 ans de carrière, jusqu'au jour où tu te dis... Parce que là, quand sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que j'aime pas cette phrase, et en même temps, alors toi, tu y allais franco. Franco. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'a pris? Tu as eu un déclic? Non, en fait, il y a 2 éléments concomitants, si je puis m'exprimer ainsi, un peu con et un peu comitant. Je m'aperçois qu'un de mes rédacteurs chefs d'un des journaux où j'ai bougé est toujours puceau à 40 ans. Je suis complètement hétéro à l'époque, je précise. Toujours puceau à 40 ans. Je me dis, écoute, c'est pas possible, on va te décoincer. Et donc, je l'amène au théâtre. Voilà, je l'amène au théâtre et là, le prof me dit, vous aussi, passez une scène. Moi, je dis, mais j'ai pas envie de faire ça. Il me dit, oui, mais votre pote, c'était un cas désespéré. Donc, faites une scène. Et donc là, je fais une scène. Donc, je savais pas quoi jamais faire. pensé au théâtre? Jamais de ma vie, jamais de ma vie. Toi, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce que j'aime ça, nos auditeurs, on va vous régaler. C'est vraiment le hasard et les rencontres. Oui, toujours. Et l'intuition, l'impulsion. Là, du coup, je me dis, faut que je passe un truc. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, faites ce que vous voulez. Alors, il y a un humoriste que j'adore, qui aujourd'hui se ferait vilipender sur la place publique, qui s'appelle Pierre Desproges. Voilà. Et je me dis, je vais faire un texte de Desproges. Voilà. Et là, je fais le texte de Desproges. Et la salle applaudit comme une fois à la fin. Le prof se lève en me disant, c'est très drôle. Ça fait combien d'années que vous faites du théâtre, monsieur Good? Je dis, là, ça fait exactement 3 minutes 30. Il me dit, mais vous arrêtez, vous êtes fou. Je vous crois pas, machin. Je dis, si. Il me dit, alors vous allez devenir une superstar, c'est votre métier. Donc vous arrêtez tout ce que vous faites. J'ai écouté Coco, je gagne 40 000 balles par mois, je vais pas arrêter pour aller faire un théâtre le soir. Tout cours Simon que tu es, j'ai pas venu au cours Simon bosser, je garde mon métier, quoi.
Et puis là, ils ont insisté vraiment. Rosine Marga, qui à l'époque est décédée aujourd'hui, qui était la directrice de l'école, m'appelait pour me dire non, mais vraiment, venez. Ils ont tellement insisté que j'ai dit, vous savez quoi ? Ok, je vais venir après le travail. Voilà. Et donc, je suis venu au cours Donc, du tu as soir. gardé ton job. J'y suis allé au cours du soir. J'ai pas regardé mon job longtemps, parce que j'y suis allé au cours du soir. Et au bout d'un mois, il m'avait attrapé, il m'avait filé le virus. Et j'ai dit ok, ok, j'arrête tout. Je me suis mis au chômage et je suis allé au théâtre. Et en même temps, concomitant, rappelle-toi, en même temps, il y avait un des journaux où je travaillais qui s'appelle le Journal de Mickey. Oh, que j'adore. 10 francs. J'y travaille encore, hein, tu sais, j'y suis encore aujourd'hui. Non, 8 francs 50. Ça fait 30 ans que j'écris dans le Journal de Mickey. Mon Dieu, ne me rajeunis pas. Et il y a Disney Channel qui a fait un reportage sur le Journal de Mickey. Et à l'époque, tout le monde était un peu plus âgé que moi, si tu veux. Et donc Mickey dit non, mais ce serait bien que ce soit qu'on voit vraiment un jeune qui nous présente le journal et tout. Donc du coup, c'est moi qui fais la vidéo, tu vois, c'est moi qui prends le journal. Bon, évidemment, je fais des blagues il y a 4 secondes, comme toujours dans ma vie. Et le lendemain, ça arrive à Disney Channel. Le lendemain, tu as le PDG de Disney Channel qui m'appelle, qui me dit écoutez, on a vu la vidéo là, vous avez déjà pensé à faire de la télé ? Incroyable. Je dis bah non, jamais, pas du tout. Il dit bah venez demain, venez au parc, venez faire un essai. Et une semaine après, j'étais animateur sur Disney. Voilà, donc c'était pas vraiment calculé. Et alors, donc du coup, j'ai fait les deux en même temps. Toutes mes notions mathématiques et tout le discours qu'on a sur Casting Call où tout le temps on dit c'est un travail. Mais c'est un travail. Non, mais c'est vrai que c'est un travail. Mais Il y a d'autres choses où j'ai vraiment facteur chance et opportunité. Alors, savoir saisir ses opportunités. Oui, toujours. Et puis savoir créer ta chance aussi. Et puis, lorsque tu dis que sur scène, tu as présenté un texte, ça veut dire que tu étais déjà abreuvé d'une certaine connaissance, curieux et surtout informé. Parce que pour dire un parce que texte... je suis fan de des proches et tout. Et puis, tu sais, j'ai toujours été très à l'aise. J'ai jamais eu de trac. Je sais même pas ce que c'est que le trac dans ma vie. Je ne comprends pas. Donc, je m'en fiche. Tu vois, je fais ce que j'ai à faire. Et donc là, je pense qu'il était un peu surpris par l'aisance, le truc. Tu vois, j'ai appris le texte par cœur. J'ai rajouté des trucs dedans. Je l'ai fait un peu rigolo. Et puis voilà. Et donc, il a dû se dire, c'est pas possible. Donc là, tu quittes ton travail de journaliste sans regret. Mais en même temps, du coup, je commence Disney et je fais les cours Simon, le théâtre en même temps. Voilà. Et ensuite, la télé, M6, la météo. Non, mais ça, c'est par Disney. C'est-à-dire que comme je suis arrivé sur Disney, d'un seul coup, tout le monde, c'est pareil. Repère le mec un peu chelou, cause faire des blagues bizarres sur Disney, un peu drôle, machin. Et après, du coup, je suis contacté par les chaînes, et puis tout se fait. Est-ce que présenter la météo sur M6, tu le vois comme une performance artistique ? Pas du tout, mais je peux te raconter l'histoire de ça, parce que ça, c'est très très drôle pour nos amis qui font du casting. Ça, c'est assez passionnant comme histoire, parce que ça rejoint vraiment un des conseils que je donne à tous les jeunes que je vois aujourd'hui, ou machin, ou compagnie, c'est de mourir avec tes idées et pas celles des autres. Puisque je fais la première météo d'M6, la première que je fais, tu vois, je m'étais dit, écoute, je vais faire la météo tous les jours. On va pas se cacher qu'on est dans un pays où il fait pas très beau quand même. Hein. Donc, je mets tous les jours, je vais dire qu'il pleut, on va se casser les couilles, les gens vont en avoir ras-le-bol très vite. Donc j'ai fait 2 choses en même temps, ce qui n'avait jamais été fait à l'époque sur M6, c'est que je suis allé chez Météo France tous les jours pendant 2 mois, pour vraiment comprendre comment ça marchait, scientifiquement, intellectuellement, les prévisions, les machins, tout ça. Et je me suis dit, je vais faire une météo drôle, mais avec plus d'infos qu'il n'y en a jamais eu sur M6. C'est pour ça que j'allais à Météo France. Et donc, je fais ma première météo remplie de jeux de mots, m'a craqué de partout. La direction d'M6 m'appelle. Vous êtes tarés ? Vous êtes cinglés ? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais enfin, on vous a pas eu tout demandé de faire ça. On veut la météo, nous. On veut pas l'Almanach Arnaud de la vague pourrie. Je dis, ah oui, mais alors, le truc, c'est que j'ai bien réfléchi. Je dis, si je fais ça tous les jours, je vais me faire chier. Donc, moi, je vais m'amuser, mais vous allez voir. Je dis, vous pouvez comparer avec le bulletin d'information de TF1 d'Evelyne, ma copine Evelyne. Vous avez plus d'informations sur la météo que dans le bulletin de TF1, en moins de temps. Il me dit, mais je m'en fous. Je veux pas que ce soit drôle, vous êtes fous. Je dis, écoutez, si vous voulez pas que ce soit drôle, c'est pas grave, ce sera pas moi, en fait. Il me dit, très bien, on est battu parce que là, on n'a pris que vous pendant une semaine, donc faites la semaine, à la fin de la semaine, c'est fini. Je dis, d'accord, pas de problème. Et le lendemain, je recommence, je fais 2 fois plus de blagues, du coup, parce que je suis énervé. Donc, je fais 2 fois plus de blagues et tout, tu vois, et puis il me donne rendez-vous. 3 jours après, il me donne rendez-vous, donc la fameuse à la fin de semaine, dans son bureau. Et donc, j'y vais, et je dis, voilà, écoutez, ravi, enchanté. Il me dit, voilà votre contrat pour 2 ans d'exclusivité. 2 ans d'exclusivité. Je dis, mais excusez-moi, je croyais que j'étais viré. Il me dit, oui, mais alors, en fait, on a vraiment bien fait de vous choisir. Je savais que c'était un bon choix. On n'a jamais eu autant de messages de téléspectateurs. C'est formidable, surtout continuez comme ça. On vous engage, on vous bloque, vous n'allez pas ailleurs. Tu parlais de conseils que tu donnais aux artistes, aux jeunes artistes. Moi, ce que j'entends quand même dans ce que tu nous racontes, qui semble parsemé de rencontres, de chances, c'est enquêter, rechercher, comprendre. C'est-à-dire que lorsque tu présentes la météo, tu vas quand même
t'informer, pour connaître ton sujet. Ah ben je vais être le meilleur sur le sujet, toujours. Le principe, c'est que je vais toujours être le meilleur sur le sujet. Donc je veux comprendre. Et après, si tu veux, là, ça aurait été très facile de dire ah bah non, non, ah bah d'accord, ah bah ok. Ah bah je fais plus aucune blague et je fais un truc très sérieux. Mais en fait, du coup, ça sert à quoi? C'est pas moi. T'as Et révélé ta véritable nature et ta non, mais surtout, singularité. encore une fois, c'est mourir avec mes idées et pas celles des autres. Parce que si je l'avais suivi, ce qu'on m'a demandé, eh ben, je serais devenu un numéro comme tous les autres, j'avais aucune différence, aucun truc différent, et puis je serais mort au bout de X mois ou années de météo à me faire chier tous les jours, à dire oh là là, qu'est-ce qui fait froid à Aurillac? Je dis ça parce que le maire d'Aurillac m'a appelé tous les mois parce qu'il était hurlé que je dis qu'il fasse froid. Je dis c'est pas de ma faute, techniquement il fait plus froid chez vous qu'ailleurs. C'est pas, m'en veuillez pas, tu vois, c'est comme ça. Pour tous les membres qui nous écoutent, parce que c'est, tu sais, souvent je parle de la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Il me semble, pour réussir à affirmer sa singularité et voilà, son approche artistique, il faut être armé d'une sacrée estime de soi. D'après toi, où est-ce que tu as eu ces ressources? C'est pas rien. Combien d'artistes nous disent j'ai finalement arrêté, pas osé parce qu'on m'a dit ça, ceci. Toi, on a la sensation qu'on... Écoute, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais je peux déjà avoir un semblant de réponse dans ma tête. J'ai eu un gros accident quand j'avais 11 ans. Un très gros accident. Je me suis fait éclater le visage. Donc, j'avais plus de nez, il fallait tout refaire et compagnie. Et j'ai eu au total 8 opérations de chirurgie esthétique, avec à chaque fois, si tu veux, parce qu'il fallait tout refaire. Mes yeux, ma bouche, mon nez, tout refaire. Et donc, à chaque fois que j'enlevais les bandages, et c'est l'homme invisible, à chaque fois que j'enlevais les bandages, évidemment, c'est ma tête quand même, mais tu avais un truc de changer, qui fait qu'il faut te réaccepter à chaque fois. Tu vois, et la façon que j'avais de me faire accepter avec les gens, c'est que je les faisais rire, quelle que soit ma gueule. Tu vois, donc je les faisais rire, je les faisais rire. Et quand j'ai commencé la télé, normalement, j'avais pas fini. Je devais encore faire une opération. Mais sauf que je me suis dit, bah non, attends, si j'arrive à être en télé, c'est que je ne dois pas être si moche que ça. Donc, je vais pas refaire d'opération. C'est bon, ça y est, ça va, je peux y aller. Tu vois. Et j'ai jamais eu ce truc de doute. C'est pour ça que j'ai pas le trac d'ailleurs aussi. Tu vois, ça fait partie des raisons. C'est absolument magnifique. C'est ce que j'explique aux comédiens. Ça me rappelle tant de témoignages. On va pas parler de Frida Kahlo, etc. Mais c'est intéressant d'observer comme quoi de vraies cassures, des vraies fractures te donnent cette impulsion. C'est le cas de le dire. Un cas de le dire. Un accident de voiture, c'était quoi? Non, c'était à l'école, bêtement. Il y avait des garçons qui se battaient au premier. Moi, j'étais en retard en cours, donc je courais dans l'escalier. Et il y en a un qui a poussé l'autre mec dans l'escalier pour le faire tomber dans l'escalier. Et en fait, du coup, moi, j'arrivais. Et donc, j'ai pris le dos de sa tête en pleine tête. Et le dos de la tête, c'est la partie la plus costaud de la tête qu'on a pour protéger le cerveau. Et donc, ça m'a littéralement explosé la tête. Voilà, mais c'est rien. Regarde, je suis là aujourd'hui. C'est rien. J'arrive à séduire des gens. Enfin, c'est pas toujours facile, mais voilà. Et surtout, on ne le devine pas, on le soupçonne pas. Alors en fait, tu peux, si je te montre un peu partout derrière, tu verras qu'il y a des points de suture partout. Mais ça va, oui. En tout cas, cet accident t'a fait comprendre, c'est l'histoire du carpe diem, l'histoire de cette... Oui, mais je pense que c'est plus, parce que quand je suis revenu à l'école, évidemment, à 11 ans, on ne peut pas t'opérer esthétiquement. Donc à 11 ans, on m'a opéré juste pour que je puisse respirer. Donc on m'a mis un espèce de gros pouflard ici, machin, et les gamins étaient... Ça, c'est des gamins. Donc c'est hyper violent. Ils m'appelaient Quasimodo. Tu vois, c'était un truc un peu hardcore. Et en fait, je me suis mis dans le foot à ce moment-là. Et je suis devenu, évidemment, à l'époque, super fort, parce que c'est devenu mon métier après. Donc très, très fort en foot. Et d'un coup, j'étais accepté par tout le monde. Tu vois, donc ce truc de se dire, OK, l'apparence, c'est un truc. Et d'avoir tout de suite... je pense que c'est de là que vient ma confiance en moi éperdue, où je me dis, bon, je peux péter des montagnes de toute façon. Confiance en J'ai soi fait claquer, je peux éperdue. faire. Tu vois, c'est pareil, quand on dit, quand je dis, va faire un show à Las Vegas, je pense que 200 personnes m'ont dit, mais t'es malade, tu n'y arriveras jamais. C'est vrai que quand on voit ton parcours, c'est surprenant. La France a un incroyable talent. Cette exposition nationale avec une reconnaissance. Comment c'est venu à toi? C'est la météo. Encore une fois, ça c'est à s'enchaîne. cause de la météo. C'est d'un coup, comme ils se sont dit, oh là là. À grâce ou à cause? Ouais, non, mais grâce. Ils se sont dit, ah, le mec est drôle, on va peut-être essayer de le mettre là-dessus, tu vois. Et puis ça a changé, parce que c'est juste avant moi, c'était Alessandra, mais Alessandra Sublet, qui a une présentation très stricte et très droite, tu vois. Alors que là, je suis arrivé, on m'a mis avec Sandrine, quand même, parce qu'ils se sont dit, là, quand même, moi, le mec est avec une fille. Mais comme Sandrine était ma copine, je lui écrivais de faire n'importe quoi, elle faisait n'importe quoi. Jusqu'au jour où on s'est pris un gros blâme, parce que j'avais fait une blague qu'ils ont trouvé trop loin. Mais juste avant la pub, je lui avais dit, j'avais préparé un truc avec elle, et on est en direct, on est en direct, et on va lancer la pub. Et je lui fais, Sandrine, est-ce que pendant la pub, je peux te sauter?
Elle me fait « Oh oui, avec plaisir ». Et je dis « Ok, on envoie la pub ». Et j'avais prévenu le mec qui envoie la pub de ne pas le faire. Et là, elle se met en position de saute-mouton. Et je fais un saute-mouton et je fais « Yes !» Pub. On s'est fait défoncer. Oui, mais c'était de Et l'humour. la génération de Coluche, on C'est aurait un- rigolé. C'est un saute-mouton, tu vois. C'est rien de méchant, ouais, tu vois. ouais. Mais voilà, donc c'était très, Ça très a drôle. été. Mais tout ça pour te dire que oui, avec Sandrine, c'était l'éclate et que du coup, cette espèce de liberté, parce que Sandrine, c'est moi qui écrivais les textes, et Sandrine faisait vraiment, c'est une fille magnifique, si tu veux, mais qui avait aucun pareil, que s'en foutait complètement. Normalement, quand tu es en télévision, que tu es jolie et tout, tu fais attention sur l'image et tout. Et on n'avait rien à foutre, donc du coup, on faisait tout ce qu'on voulait. Et je pense que cette liberté-là, tu vois, qui crée Cette quelque chose liberté, dans l'émission, voilà. et je pressens l'amour des mots. Et, enfin, c'est pressant. Quand on Mais voit ton l'amour tout spectacle. court. Non, mais tu as une aisance avec le verbe et les mots. Comment c'est venu? Petit, tu aimais le français, tu aimais la poésie, tu lisais beaucoup. Alors, j'avais un professeur de français qui s'appelait Monsieur Lemoteux, qui a disparu aujourd'hui malheureusement, qui m'avait appris les figures de rhétorique. Et c'est devenu ma passion en me disant putain, c'est incroyable ce truc, c'est génial ce qu'on peut faire. Tu vois, et en plus, ça avait des noms complètement dingues. Par exemple, l'anticontention, tu vois, c'est quand tu répètes 2 fois Rome seul pouvait à Rome ressembler. Tu vois. Et je trouvais le mot anticontention, ça fait tellement rire. Et toutes ces figures-là, et j'ai tout appris par cœur. Après, j'ai commencé à jongler avec les mots et tout, à tel point qu'après, c'est devenu vraiment chez moi, c'est inné. Tu vois, dès que tu me dis un mot, je vais avoir 25 jeux de mots qui apparaissent avec le mot dans ma tête. Voilà, et ça saoule mes amis d'ailleurs, qui n'en peuvent plus. Donc je fais attention maintenant, je fais plus de blagues avec mes Mais amis. c'est passionnant parce qu'on sent que c'est un art que tu. Oui, voilà, mais après, je suis pas le seul. Hein. Gaspard Proust, pareil que moi. Voilà, mais j'aime bien jouer avec les mots. Et du coup, tu veux, évidemment, quand tu fais des spectacles comme je fais en ce moment, comme Ménopause et tout, oui, c'est-à-dire que c'est assez facile de reconnaître que c'est moi qui l'ai écrit quand tu vois les... Alors, Ménopause dans le camp, j'ai écrit avec Alexandre Sismondi et Sébastien Tête, des amis à moi, mais tu reconnais ma patte assez facilement. On reconnaît ta patte. Attends, avant de parler de ménopause, j'aimerais comprendre pourquoi tu as quitté la France pour partir aux États-Unis. Qu'est-ce que tu cherchais et qu'est-ce que tu as trouvé? Ça, c'est compliqué. Encore une fois, c'est un truc. Alors, déjà, les États-Unis, c'est une histoire particulière chez moi, puisque ma tante française, la sœur de ma maman, a épousé un Américain qui habitait à Las Vegas. Donc, moi, depuis que je suis petit, j'allais à Las Vegas. Ok, donc tu étais familier. J'étais familier avec la ville, ville du spectacle, d'entertainment, tu vois, familier de ça. Et puis, il y a eu, encore une fois, de la concomitance. Ce qui est arrivé, en 2008, il y a eu la crise des subprimes. C'est ce gros truc. Et Las Vegas était une des villes les plus touchées où les marchés se sont effondrés. Et j'ai mon oncle qui m'a dit viens habiter avec nous et tout, c'est cool et tout, viens. Et j'ai dit tu sais quoi, ok, c'était tellement pas cher que j'ai acheté mon premier appartement à l'époque avec des 7 partout, 77 000, tac, 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 pour faire comme un truc de jackpot, tu vois, j'avais fait une offre à ce prix-là. Et j'ai eu l'appartement et je me suis dit, bon, voilà, maintenant j'ai ça. Et en fait, en même temps, comme j'avais commencé à faire beaucoup d'émissions de télé, beaucoup de spectacles, tu vois, je m'étais dit, bon, j'étais arrivé à une espèce de stade un peu étrange où j'avais l'impression que quoi que je fasse, les gens trouvaient ça drôle. Parce qu'ils s'étaient habitués à dire, ok, ça laisse good, il fait des vannes de merde, donc quand il dit un truc qu'on comprend pas, ça doit être drôle, on rigole. Tu vois, j'avais l'impression que je pouvais maintenant rentrer sur scène et faire prout et que j'allais avoir 3000 personnes qui se marrent. Et du coup, j'avais ce truc un peu de me dire, mais est-ce que finalement c'est vraiment drôle ce que je fais? Est-ce que finalement je peux convaincre des gens qui ne me connaissent pas? Et je me suis dit, bon, je vais faire des shows à Las Vegas. Je dis voilà, je vais faire des shows en américain à Las Vegas et on va voir si ça marche aussi bien. Donc encore une fois, tu sors de ta zone de confort. C'est relativement intéressant d'entendre, parce que tous ces artistes qui rêvent d'entamer une carrière, qui s'installent, qui sont prisonniers un peu, toi, c'est jamais assez. Qu'est-ce qui s'est passé à Las Vegas? Eh bien, écoute, super. Donc, je fais mon premier show, je me retrouve... Alors, évidemment, c'est difficile de convaincre. Parce que j'allais te dire, tout semble facile. Bah non, c'est une tannée, c'est un enfer. Déjà, il faut lever de l'argent, c'est beaucoup d'argent, c'est plusieurs millions de dollars, un show à Las Vegas. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'il faut lever, récolter, il faut se bagarrer, il faut convaincre. Et après, surtout, il fallait trouver un casino qui se dise, mais qui est ce mec? Personne ne le connaît. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute Alex Good sur scène? On s'en bat les couilles, Alex Good. En plus, il m'appelle Alex Goody. Tu vois, j'étais hyper déçu. Je pensais que ça allait en anglais, ça marche pas, c'est Goody. Alors, j'ai changé. Et tu parles couramment anglais? Ah bah oui, du coup, oui. Fondamental. Quand même, heureusement. Voilà, et j'ai convaincu un casino, mais qui était un casino grand il y a quelques années, puisque c'est le casino d'Elvis Presley, le Hilton, qui est maintenant devenu le Westgate. Donc, j'étais dans la loge d'Elvis Presley tous les jours, sur la scène d'Elvis Presley tous les jours. Non, mais c'est fou. Voilà, j'ai convaincu ce casino-là. Alors, le show a été un énorme succès critique.
On a été le show le mieux noté Mais alors, qu'est-ce de que tu as l'année. présenté comme show? C'était l'histoire de ma vie, en gros. Je présentais Vegas avec tous les meilleurs talents que j'avais vus sur Incroyable Talent en 13 ans. Enfin, en 13 ans, en 5 ans à l'époque. Et que j'ai 8 ans et que j'ai fait venir sur scène avec moi. Donc, c'était un gros show. C'était moi la star du show. Je racontais ma vie à Vegas et machin. Mais il y avait plein d'artistes incroyables, fabuleux, merveilleux. T'as aimé vivre à Las Vegas? Mais je vis toujours à Las Vegas, tu sais, je suis toujours là-bas. Je suis là une semaine sur deux, mais j'ai un bilan carbone catastrophique, je vais me faire taper. Mais je paye pour les arbres, je tiens à préciser. Mais j'ai pas le choix. Mon fils est à Las Vegas et je travaille à Las Vegas et à Paris. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois. Bon, là, je suis 3 semaines à Las Vegas parce que je répète 2 nouveaux spectacles. Donc, 3 semaines à Paris, je veux dire, parce que je répète 2 nouveaux spectacles. Mais après, tu vois, je fonce à Cleveland parce que je répète un spectacle à Cleveland, en Ohio. Voilà. Alors, Alex Good, Oui. c'est Las Vegas. Il y a combien d'heures de décalage? Il y a 9 heures de décalage avec Las Vegas. Donc, C'est un des fuseaux horaires les plus compliqués quand on vient de France. Pour Bah- moi qui suis une grande voyageuse, c'est vraiment un décalage horaire dur. Oui, mais alors moi, je dors pas. Donc en fait, j'ai pas de problème de décalage horaire. Ça simplifie grandement les Alex problèmes. Good est un extraterrestre. Non, mais je dors 4 heures par nuit. Donc en fait, si tu veux, je m'adapte. C'est-à-dire que les 4 heures, je les bouge suivant mon voyage. Et donc en fait, je m'en rends pas compte. Et après, si tu veux, en fait, quand c'est le matin très tôt à Las Vegas, c'est la journée en France. Donc c'est là où je travaille sur la France. Puis après, je travaille sur Las Vegas. Dès qu'on arrive en gros, vers midi à Las Vegas, il est 21h ici. Donc après, l'après-midi et la soirée, je bosse sur Las Vegas, sur les trucs à Las Vegas ou aux États-Unis. Donc Tout voilà, à l'heure, tu parlais de ton hygiène de vie. Oui. Je répète constamment aux artistes, mon corps, ma carrière. Bah Qu'en voilà, est-il pour c'est toi? marrant parce qu'on dit presque la même chose. Moi, je dis mon corps est mon instrument de travail. Donc c'est pour ça que tu vois, par contrat, j'interdis tous mes artistes de prendre une moto ou un scooter ou de faire du ski ou du parapente ou des trucs comme ça. On prend pour un fou, mais malheureusement, je préfère qu'ils fassent ça à leur corps. On sent que tu as une vraie clarté sur la fragilité de la vie et sur Ben, l'exigence. YOLO. Il y a quelque chose, et c'est très intéressant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une urgence à vivre, à Ouais, bien créer, sûr. et une identification des risques. En fait, on ne vit qu'une fois, tu sais ce que je me répète tous les matins. Il y a des choses qui te font peur, Alex? Alors, avant, j'ai jamais eu peur. Depuis que j'ai mon fils, j'ai peur. Avant d'avoir Elliot, franchement, j'avais peur de rien. J'étais un mutant interstellaire. Voilà. Depuis que j'ai Elliot, j'ai peur parce qu'en fait, ta vie, elle change. Ta vie, elle bascule. Tu fais une vie pour un petit être, quoi. Donc, tu vois, et je pense que maintenant, j'aurais peur à vie. Parce qu'après, il va me faire ses conneries, ses premières conneries, sa première meuf ou son premier mec, j'en sais rien, on verra. Tu vois, sa première cuite. Bon, j'espère que je lui apprends qu'il ne faut pas boire. Donc, peut-être qu'il ne boira jamais. Je ne sais pas, on va voir s'il suit les traces de son papa. Mais tu vois, voilà, je pense que j'aurais peur à vie. Premier mariage, premier machin. Avant, je n'avais pas peur du tout. Et le jour où tu as un enfant, tu dis, oh putain, en fait, je ne vis pas pour moi. Je vis pour que ce truc soit bien. Et du coup, ça influe toutes mes décisions. Parce que même les choix de spectacle, les choix de trucs et tout, tu vois, je me dis, attends, je vais pas me planter parce que sinon, je vais pas prendre de risques, tu vois. Tu te dis, il faut que lui puisse vivre, manger à sa faim, être heureux, voilà. Donc, ouais, maintenant, j'ai un peu peur. Avant, j'avais vraiment pas peur. Maintenant, j'ai peur, mais juste à cause de ça. Tu es donc monté sur scène à Las Vegas. Tu crées des formats pour les enfants. Imaginez des histoires qui parlent à toutes les générations. Qu'est-ce qui te guide? Est-ce que c'est ton environnement, une lecture politique? Tu les trouves où, tes inspirations? La lecture poétique, faut pas la faire, elle est tellement déprimante, ma pauvre chérie. Non, la lecture poétique, elle m'inquiète pour mon fils beaucoup. Tu vois, parce que je trouve qu'on vit dans un monde tellement polarisé et tellement stupide de plus pouvoir. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, c'est un immense connard. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une époque qui me déplaît. Moi, j'ai rien de plus content que de trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Parce que c'est cool, tu vois, tu peux argumenter, discuter, machin. Maintenant, on est dans un monde où c'est plus possible. Donc, tu t'aperçois que tout devient extrême dans un cas ou dans l'autre. Et je trouve ça vraiment dramatique. Donc, pour le coup, franchement, il y a un moment donné, je me suis dit, je vais me lancer en politique. Parce que j'avais envie de me dire, c'est plus possible, j'aime pas ce monde. Ça vrille complètement sucette. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu peux t'inquiéter tous les jours pour tous les pays du monde. Enfin, je trouve ça un peu dingue. Donc, non, c'est pour ça que je te dis que moi, ma fenêtre, c'est de dire, OK, quand les gens sont avec moi ou qu'ils viennent voir un de mes travaux, ils pensent à autre chose et ils s'immergent dans ce que je veux leur faire comprendre, les amènent là où je veux les amener. Je peux les faire rire, les faire pleurer, ça dépend de moi. Souvent, je fais plutôt rire que pleurer, hein, mais même dans Ménopause, tu vois, j'essaie de faire un petit moment où ils vont avoir un petit peu d'émotion. Voilà, ma lecture, c'est de me dire,
ce monde est fou, essayons de trouver un peu de bonheur là-dedans, que ce soit avec mon fils, avec les gens qui viennent voir mes spectacles, ou mes émissions de télé, ou mes films, ou mes séries bientôt. Voilà. Timéo, Ménopause, que j'ai vu la semaine dernière, que j'ai tellement aimé. Tu oses des sujets que peu abordent dans le divertissement. L'humour, pour toi, c'est quoi? C'est une arme? C'est quoi exactement? En fait, je pense que, tu vois, si nos hommes politiques avaient un peu plus d'humour, par exemple, peut-être qu'on aurait plus envie de les écouter, plutôt que cette espèce de condescendance permanente qui m'exaspère au plus haut point. Mais la réalité, c'est que je pense qu'avec l'humour, tu peux faire beaucoup mieux passer les messages qu'en les disant pouf, de but en blanc comme ça aux gens, quoi. Voilà. Donc je vais encore une fois, j'aime pas les trucs vides. Tu vois, j'ai envie que les gens, quand ils viennent voir mes spectacles, mes émissions, mes trucs, ils ressortent en se disant putain, merde. Ah, il est con, il m'a fait rire, mais j'avais pas pensé à ça. Ah, tiens, il m'a changé mon point de vue là-dessus. Ah, tiens, peut-être qu'il a raison. Tu vois, ces trucs-là. Après, encore une fois, on en débat. Et tu vois, le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Mais j'ai envie de créer ces émotions-là chez les gens. Donc voilà, tu disais la ménopause, c'est quand même un sujet qui était très tabou. Alors, ça l'est moins maintenant. Donc, on est vraiment un peu. On est pile dans notre temps, si j'ai envie de te dire. Ça tombe bien que le spectacle soit maintenant, parce que c'est vrai que c'est le moment où la parole se libère enfin un petit peu, avec le traitement hormonal qui maintenant est reconnu, alors qu'avant il était très décrié, tu vois, avec des gens comme Michel Mouly qui sont battus pour que ça passe. Donc maintenant on en parle dans Ménopause, tu vois, on apporte des sujets où les gens, ah bon, mais vous voyez que le traitement hormonal finalement c'est bien et tout. Donc il y a plein de femmes qui, depuis qu'on a fait Ménopause il y a 1 an maintenant, nous disent merci, se renseignent, avancent, tu vois, et sont plus heureuses qu'avant. Donc c'est cool, on va voir si j'ai le même effet avec les problèmes d'érection. Je ne vais pas te poser Sur la mon question, prochain spectacle, mais comment as-tu fait, parce que tu es un homme, pour écrire Ménopause? Je ne vais pas te la poser. 50 femmes interviewées. 50 femmes? 50? Oui, interviewées. Dont ma mère, évidemment, dont vous avez 3 répliques en direct dans le spectacle, qui sont sorties que de la bouche de ma j'aime- mère et que j'ai mises directement. Ce que j'aime en t'écoutant, c'est cette liberté, cette ouverture, ces paradoxes, Las Vegas et la France. Lorsque tu mets en scène ces 4 fabuleuses comédiennes que je souhaite saluer, c'est toi qui as fait le casting, Ah, c'est moi qui ai fait le casting. Alors, elles sont 8 maintenant parce qu'elles tournent dans chacun des rôles. j'imagine. Donc, dans le rôle de la chef d'entreprise, tu as Dominique Macloire ou Sophia de la Star Academy, Mangavi. Dans le rôle de l'actrice, tu as Marion Posta ou Karine Anton, la chanteuse. Dans le rôle de la mère de famille, tu as Marine Vigues ou Isabelle Turgevel. Et dans le rôle de la baba cool un peu folle dingue, tu as Patricia Samuel ou Virginie Braque. Voilà. Des comédiennes qui portent le texte, le rôle, il faut vraiment les saluer. Comment ça s'est Bien passé? Donc, Ménopause, on le sait, c'est une adaptation, c'est une idée Oui, qui le te vient concept de base, je l'ai gardé des États-Unis. Après, tout le reste, je l'ai changé. La mise en scène, le texte, les costumes, les décors. Combien j'ai de temps tout de changé. travail? Oh, ça a été un peu long, Ménopause, parce que c'était très très compliqué. Déjà parce que c'est pas un sujet que je maîtrise, non pas que je maîtrise les problèmes d'érection, hein, qui est le sujet de mon prochain spectacle, mais, mais voilà, donc ça m'a pris un Tu petit nous as peu de parlé temps de quand même. l'aube de tes 50 ans. Enfin, Oui, mais bon, ça va, je vais on très en bien. parlera. Ah, Attention, d'accord, tu nous je rassures. cherche encore, hein, donc va pas me faire ma mauvaise pub, hein, mais après ma vie, elle est très difficile à suivre pour quelqu'un, donc bon, j'en prends le parti maintenant, c'est comme ça. Mais oui, donc ça a pris pas mal de temps, il a fallu une bonne année, je pense, ce qui est long, tu vois. Pour moi, 1 an pour écrire un spectacle, c'est un peu long. Alors, pour tous ces gens qui veulent écrire un spectacle, produire un spectacle, raconte-nous chaque étape. D'abord, tu découvres un sujet Bon, aux États-Unis. Bah oui, là c'est un peu plus simple. C'est que les Américains viennent voir mon spectacle à Vegas. Ils me disent putain, mais c'est génial. On a vu que vous étiez connu en France. On aimerait que vous fassiez notre plus grand succès en France. Moi, je m'attends à voir Hamilton. Encore une fois, on vient te chercher. Oui. Moi, je m'attends à voir Hamilton, Wiki. Tu vois, ils me disent c'est ménopause. Je dis pardon. On dit ménopause. Donc, je comprends que c'est le même mot déjà. J'ai écouté, je suis un des PD les plus connus de France. Je suis pas sûr qu'on m'attende sur le sujet. Ils me disent mais si, venez voir le spectacle. Et bon, je vais voir le spectacle qui n'aurait jamais marché chez nous parce que c'est que des blagues prout à l'américaine, tu vois. Mais je comprends le pourquoi du comment, de comment ça marche. Pourquoi ça fait un truc aux femmes. D'entendre soudain parler d'un truc où elles osent même parfois pas en parler entre elles. Tu vois, d'avoir ce truc d'un coup, je me dis, ah, ok, je vois le côté libérateur et tout. Je leur dis, écoutez, super, il faut que je réécrive tout. Elles me disent, mais c'est pas possible. Je dis, bah, je le ferai pas. Et puis, ils me rappellent 2 mois après en me disant, bon, on a acheté les droits finalement du texte parce qu'ils n'avaient pas le droit du texte. Tu sais. Donc, finalement, tu peux tout réécrire. Je dis, bah, voilà une bonne nouvelle, donc, ok, j'y vais. Et du coup, je me dis, ok, je le fais, je me sens piqué d'une mission, tu vois. Et je le fais. Donc, après, d'abord, j'écris. Ensuite, il faut convaincre des producteurs. Donc là, j'écris ma version de base avec mon pote Sébastien. Et puis Michel Lombroso, qui est le producteur à l'époque, me dit, ah oui, mais il faudrait peut-être qu'il y ait une version féminine quand même. Je dis, ok, d'accord. Donc je fais une copine, Alexandra Sismondi,
qui bosse un petit peu avec moi sur le texte aussi, qui a écrit des trucs, on réécrit des trucs ensemble. Et donc, très cool. Et là, il dit, OK, on y va banco. Sauf que on y va la première année, il ne voulait pas le faire sans star. Donc, on récupère une star dont je tairai le nom, puisqu'elle nous a planté à une semaine des répètes. Donc, du coup, on annule le spectacle. Sans balancer, mais nous recevions un grand directeur de casting cinéma hier qui nous disait le problème des producteurs aujourd'hui, c'est qu'ils veulent retravailler les textes, nous imposer des stars. Voilà. Mais donc, du coup, le métier a changé un peu dans ce sens-là. Et donc, du coup, je dis à Michel, écoute, on va le faire sans star. Il me dit, mais ça marchera jamais, machin. J'ai dit, écoute, essaye, je t'en supplie, fais-moi confiance. Pourquoi elle vous a planté une semaine avant, cette star ? Parce qu'elle a voulu d'un seul coup 3 fois plus d'argent. Ah. Et que Michel a dit, bah non, en fait, un contrat est un contrat. Et il a eu raison pour le coup. Il a parfaitement raison. Et il a quand même accepté qu'on le fasse sans star un an après. C'était en 2019. Et ça a démarré de fou. Puis il y a eu le Covid qui nous a arrêtés. Et donc on a repris là, il y a un an maintenant, en fait, notre nouvelle année là, depuis 4-5 jours. Voilà, et ça marche sans star parce que il faut juste que les gens soient bons, en fait. Et le texte, et le sujet, oui, et puis, c'est en fait, formidable. Alors, et il y avait des hommes dans la salle, attention. Mais on a de plus en plus d'hommes. Parce que souvent, ça devient la soirée entre copines. Et puis après, tu ramènes ton mec pour qu'il apprenne les trucs. Et on a de plus en plus de jeunes. On a plein de jeunes qui viennent, plein d'enfants et tout, qui viennent découvrir le truc. Alors, la scène finale, il faut un peu expliquer aux enfants ce qui se passe quand elle fait « je t'aime ». Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais voilà, je vous dévoile pas, vous verrez si vous venez voir le spectacle. Mais oui, de plus en plus d'hommes viennent et c'est intéressant. Et maintenant, comme on a annoncé la version masculine, toutes les femmes veulent ramener leur mec voir la version masculine. On parle beaucoup d'enfants et ménopause, les enfants peuvent même le voir. Est-ce que toi, tu avais des idoles quand tu étais petit ou des personnalités qui t'inspiraient ? Oui, Michael Jackson. C'était lui, quoi. Tu vois, c'était lui. Je l'ai suivi partout dans le monde. Je l'ai rencontré 25 fois. T'as rencontré Michael Jackson ? Ah oui, 25 fois. fois. Oui, 25 fois. J'ai vu partout. J'ai monté les marches du festival avec lui. Il m'a même invité à Neverland. Mes parents n'ont pas voulu que j'y aille. Mais quoi ? Oui, ils ont eu raison. Mais non, ils n'ont pas eu raison. Franchement, déconne, pour le coup, j'étais dans sa chambre. Il ne s'est rien passé. On jouait à la console, tu vois. Donc, non, attends, Alex Good, doucement. Il va trop vite. Je ne suis pas habituée. On me dit TDAH. Mais non, j'ai trouvé pire que moi. Attends. T'as rencontré 25 fois Michael Jackson ? Oui, alors raconte. Ben non, mais c'était mon idole. Et alors c'est grâce à lui, je pense, que je fais ce métier aujourd'hui, parce que mon rêve d'un coup, c'était quand je voyais les spectacles, ça vaut tout Michael Jackson qui était, je me disais, c'est super, mais je ferais pas ça comme ça, je ferais pas ça comme ça, je ferais pas ça comme ça. Et je me disais, mais un jour, je vais le mettre en scène. Et du coup, ça a été aussi mon leitmotiv après de me dire, tu vois, d'où Las Vegas, les gros spectacles, les machins. Je me suis dit, il faut que je fasse des gros trucs. Voilà, je rêvais de le mettre en scène et tout ça. Bon, évidemment, ça va pas être possible. Sauf s'il n'est pas mort. Sauf s'il n'est pas mort. Voilà, mais oui, mais tu vois, en général, j'arrive à faire les trucs. Bah là, je peux pas. Techniquement, c'est pas possible. Je ne peux pas arriver à le mettre en scène. Mais tu l'as rencontré 25 fois. Oui, bien sûr. On m'a parlé avec lui. Parce que je le suivais partout. Et tu vois, on était une petite bande de fans un peu hardcore. On le suivait partout. Quand il a cherché un château en France, on l'a suivi. À Cannes, il nous a invités. On a monté les marches ensemble. Quand il a présenté Ghost à l'époque, c'était génial. À l'Europa Park, à Disneyland, enfin un peu partout, quoi. Au Georges V. Et du coup, tu t'es même retrouvé chez lui à jouer ? Non, pas lui, dans un hôtel à la console. On jouait à la console. Rien de dramatique, hein. Mais c'est là où je te dis qu'en fait, c'était tellement un enfant que pour moi, toutes ces allégations et tout le truc qu'on a dit, j'ai vraiment... Tu avais un adulte, un enfant dans un corps d'adulte. Quand on parle du syndrome de Peter Pan, qu'on me reproche très fréquemment d'avoir, quand on va voir les photos de ma maison chez moi, où il n'y a que des super-héros partout, du Michael Jackson et des jeux vidéo, on me dit, mais c'est pas possible, c'est la maison d'un gamin de 12 ans. C'est un peu vrai. Mais je pense que je tiens aussi ça de lui, tu vois, cette espèce de côté... Parce qu'il n'a pas eu d'enfance, Michael, il a bossé très très tôt évidemment avec son père Joe qui était un malade mental. Et il avait cette soif aussi, du coup quand même de profiter. Mais quand tu es Michael Jackson, tu ne peux pas profiter de la vie. Parce que tu ne vas pas au ciné, tu ne vas pas au supermarché, tu ne vas pas dans un parc, tu vois, il faut qu'on te privatise les trucs. Ce que nous on vivait, tu vois, en permanence quand tu es avec lui. Donc j'avais pas eu tout cette envie de devenir une star, mais j'avais cette envie de me dire, ah putain c'est quand même cool, sa maison c'est un parc d'attraction, je rêverais bien que ça pareil chez moi, tu vois, voilà. Donc il m'a inspiré sur plein de trucs. Voilà, il est encore présent même dans ma chambre chez moi à Las Vegas. J'ai encore une signature qu'il m'avait faite sur mon mur dans ma chambre, dans le garage, des disques dehors, des conneries, plein de trucs. Mais voilà, donc non, c'est la seule personne franchement de ma vie où j'ai eu ce côté waouh. En acteur, j'ai eu Jim Carrey beaucoup, parce que vraiment Jim Carrey m'a beaucoup inspiré, et De Funès. C'est un peu le même genre, hein, si tu compares les deux. Mais du réjouissement. C'est surtout de la sincérité. C'est-à-dire qu'ils sont capables de te faire les pires trucs de l'univers,
des grimaces, des jokes machin, mais en fait, comme ils sont sincères, eh ben, ça passe. Voilà, et donc, bon, tu as eu mes spectacles, tu vois, il y a un peu ce même rythme, cette même énergie, c'est le même truc, c'est toujours pareil, mais voilà, donc je te dirais, tu vois, si je dois te dire des idoles ou des machins, en tout cas, voilà, c'est dans ces eaux-là. Et cette authenticité ne serait-ce pas la clé pour tous ces gens-là qui rêvent d'être artistes et qui... Parce que ce que j'entends depuis le début de cette interview, c'est que tu ne te trahis jamais. Mais non, parce que je pars toujours du principe que si tu trahis une fois, en fait, à un moment donné, ça va se voir. Surtout aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, avec tous ces... Tu vois, tu es partout. Aujourd'hui, tu penses que tu peux devenir une star facilement, mais c'est hyper éphémère. Enfin, je veux dire, c'est cool d'avoir des millions de followers. Hein. Qu'est-ce qui va se passer demain? Tu vois, tout ça n'a pas quelle trace tu vas laisser. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc moi, je n'ai pas l'ambition de me dire, oh là là, dans 150 ans, on sera pas de moi. J'ai juste envie de laisser une trace par mes créations, tu vois, par épuisement ce que je fais, et même si c'est une trace qui est que temporaire, tu vois, mais tu vois, je pleure à ménopause, ça fait 1 an que ça joue quand même, on en a 200 J'ai et pleuré quelques. aussi. Et voilà, et je pleure encore, tu vois, j'ai encore pleuré, alors pas hier, mais avant-hier, tu vois, si je dois être honnête, j'ai encore pleuré avant-hier, quand je voyais tout le monde qui chantait, machin, et tout ça, et toutes les femmes qui me disaient merci à la sortie, je me disais, bon, j'ai réussi mon coup, quoi, tu vois. Et puis Voilà. ces actrices qui portent ce texte, cette idée, ce contexte, cette lumière, ce théâtre à voir. Tu as cette création à venir. Alors, on m'a dit Oui. que ça va se produire au cinéma, Ménopause. On Alors, en parle, on n'en parle on pas. peut pas trop en parler, mais oui, voilà. Ah bon, Voilà. cinéma. Oui, Tu quand vas un truc jouer marche dedans? comme ça, alors je vais me mettre un petit rôle, je vais faire mon Hitchcock, tu vois, mais non, enfin un peu plus Hitchcock, mais j'ai pas du nombre qui passe comme ça. Oui, je vais mettre un petit rôle quand même. Bah, j'ai un petit rôle dans la pièce, hein. On m'entend dans la pièce. Si vous venez voir la pièce, vous entendrez ma voix toutes les 10 minutes dans le spectacle. Je fais la voix off. Mais oui, je vais mettre un petit rôle dedans, mais vraiment léger, tu vois, je suis pas du tout mégalo, machin, c'est juste pour la. Et je mets un petit On rôle l'entend que tu t'en pour fous toutes les filles. absolument la Toutes les note. filles de la pièce et tout, elles vont être dedans et tout, parce que j'ai envie de faire du cinéma, mais tu vois, c'est un rêve. Je dis, bon, je vais faire du cinéma. Donc voilà, il se trouve que ça marche tellement qu'on m'a proposé. Donc j'ai dit, ok, bien sûr. Voilà, mais tu vois, voilà, je pense que je vais Quand tu d'abord dis j'ai passer envie de par la faire du série. cinéma en tant que comédien. Oui, mais c'est impossible pour moi, parce que tout le monde voit l'animateur télé. Tu sais, il y a des cases en France très complexes. Mais ces cases, on Donc, sent que tu... donc déjà là, j'ai réussi à faire un peu de télé. Tu vois, j'ai fait Camping Paradis, Astrid et Raphaël, qui est la plus grosse série de France 2. Là, je fais Simon Coleman. Enfin, ils acceptent maintenant de me prendre sur des petits rôles. Donc c'est pour ça que là je fais ma série où c'est moi le rôle principal, comme ça au moins voilà, ils vont voir ce que je fais si je suis le rôle principal. Je la fais moi-même du coup, comme toujours. Tu produis, tu as écrit, tu produis. Ouais, je la fais moi-même. Tu sais, au début, au tête, personne ne voulait de moi vraiment en fait, hein, donc je me suis dit, bah, je vais faire mes spectacles. Voilà, je fais mes trucs moi-même. La clé encore pour les artistes, n'attendez pas, créez, écrivez. Enfin, attends, tu sais, aujourd'hui, je pense que je sais pas s'il y en a encore qui croient que ça va leur tomber sur la tête, mais il y a tellement de gens qui veulent faire ce qu'on fait. Tellement C'est la jungle. de gens qui veulent être acteurs, chanteurs, animateurs. Tu vois, c'est des milliers de personnes en fait, même juste à l'échelle de la France. Alors Voilà. Moi, quoi je fais à leur l'échelle des dire, 2 pays, donc c'est encore plus quoi compliqué. leur dire pour ne pas les démotiver, tous ces gens? Mais Y en fait, a-t-il une place? mais en fait, c'est pas démotivé. Si tu te démotives parce que c'est dur, il faut que tu arrêtes. Ne fais pas ce métier. Va fais maraîcher, peintre, ou va apprendre à coiffer. Fais ce métier seulement s'il n'y a pas de Il faut plan juste B. avoir conscience que... Parce que tu sais, tout le monde... moi, les gens regardent ma vie et me disent, ah, mais ta vie, elle est incroyable, elle est cool. Ta vie, elle est géniale, machin. Non, alors ma vie, elle n'est pas géniale du tout. Ma vie, c'est une charge mentale interstellaire. C'est penser tout le temps à tout. Tu vois, les spectacles, les préparations, les séries, les voyages, mon fils. C'est hyper dur, en fait. Tu vois, et c'est surtout, tu ne vis qu'avec le désir de l'autre. Donc, il faut sans arrêt trouver le truc qui fait que, tiens, pourquoi est-ce qu'ils vont venir, tu vois. Par exemple, la version masculine, au début, je voulais pas la faire. Alors justement, Toutes la les version femmes, masculine. Toutes les femmes qui sortaient de ménopause me disaient, il faut faire la version pour garçons, tu vois. Et je me disais, andropause, oh non, j'ai pas la clé. Andropause, j'y arrive pas. Je veux pas faire la même chose, ça m'emmerde de faire la même chose. Tu vois, j'aurais l'impression d'avoir trouvé une recette et tout. Donc je disais non. Et puis je suis tombé amoureux à un moment donné d'un homme qui était un petit peu plus jeune que moi. Et qui avait des... voilà. Donc ça m'a donné un titre. Je me suis dit, mais en fait, non, je vais pas faire la même chose. Je vais faire les problèmes générationnels chez les hommes. Et donc je vais faire 3 mecs, un de 25, un de 40 et un de 60. Et comme ça, pour 60 ans, je vais traiter de l'andropause.
pour 40 ans, je vais traiter les problèmes de la crise de la quarantaine chez le mec. Et pour 25 ans, je vais traiter le problème de la crise des mecs aujourd'hui qui ne savent plus comment aborder les meufs, qui sont complètement dépassés par la fin du patriarcat, qui en plus sont de la génération qui est née avec un accès permanent aux vidéos de cul et où ils pensent que leur meuf, elle doit sauter au plafond et qu'ils doivent faire des fontaines du Bellagio et avoir un kiki de 290 cm pour que leur femme soit contente. Et que du coup, ça ramène une pression terrible et qu'ils n'y arrivent plus. Et je me suis dit, je vais parler de ça, tu vois. Et je me suis donc, je lui ai dit, je vais faire ça. Je me dis, tiens, ils vont aller voir le plus grand sexologue de France. Et en fait, le mec part au Brésil chercher du bois bandé, il est remplacé par une meuf. Voilà. Et du coup, quand ils voient que c'est une meuf et pas leur mec, ils disent, non, mais tout va bien, en fait, on n'a aucun problème. On est au top, 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 top. Et alors, je dis, écoutez, on va toutes voir une gynécologue. On va toutes voir un gynécologue, et là, vous allez voir une sexologue. Et vous arrêtez de me casser les couilles. Et du coup, il reste avec elle et elle les soigne. Voilà, ça peut être ça le spectacle. Le casting est terminé. Le casting est fini. Tu as lancé un appel à candidature. J'ai vu passer les annonces. C'était la folie du coup, parce qu'il y a le succès Ménopause. Comme Ménopause cartonne, tout le monde voulait être dans Ménopause. Donc on a reçu combien de candidatures? 600 à peu près. Tu les as tous vus? Oui, je regarde tout. Alors après, je fais un premier toi, step. Tout seul, tu as fait le casting. Alors moi et Christopher, qui est mon assistant de casting, mais moi je regarde quand même toutes les vidéos. Voilà, je regarde tout. Et puis après, quand je suis un peu convaincu par la vidéo, je rencontre les gens en direct. Et je fais des workshops après, je mélange les gens entre eux pour voir ce qui marche le mieux. Enfin, comme j'ai fait pour Ménopause, comme je fais pour tous mes spectacles depuis 15 ans maintenant. Donc là, vous êtes en plein travail. On commence les répétitions lundi, là. Et ça va se jouer à partir de quand? Alors, ça commence le 1er octobre. Donc, à 19h, tu auras Ménopause. Et à 21h, tu auras Men en pause. C'est génial. Donc, les deux spectacles vont suivre. Donc, tu pourras même faire les deux à la filée, si tu veux, si tu es en couple. Tu vois. Donc, d'un côté, on parle de la ménopause et de l'autre, des problèmes de kéké du désir et de patriarcat qui s'achève et qui serait temps que les hommes s'adaptent. Tu donnes tellement d'informations. Tu nous as glissé... quand j'étais hétéro, maintenant je suis homo. Tu parles avec une immense liberté. Quel est ton... Je m'en fous, c'est ma vie. Je te raconte les trucs, oui. Mais on sent que dans cette création, dans tes mots, il y a une vraie intention d'apporter quelque chose. Oui, mais après, tu vois, je vois tellement... Si tu savais le nombre de messages que je reçois par jour, mais comment t'y es arrivé? Comment t'as fait pour faire ça? Comment tu fais pour faire la télé? Comment tu fais pour être au théâtre? Comment tu fais pour être à Las Vegas? Le nombre de messages que je reçois et où je prends le temps de répondre à tout le monde à chaque fois, de leur expliquer, c'est un peu compliqué pour les générations aujourd'hui qui nous rejoignent, tu vois, parce qu'ils ont l'impression d'un côté que c'est beaucoup plus facile qu'avant, ce qui n'est pas complètement faux, parce qu'il y a beaucoup plus de séries qu'il y avait avant, beaucoup plus. Tu vois, avant, quand tu décrochais une série, c'était jackpot. Maintenant, il y a 450 séries par jour, il y a 12 000 quotidiennes, donc quelque part, il y a plus d'opportunités qu'avant, tu vois. Mais après, qu'est-ce qui fait que tu vas te démarquer? Qu'est-ce qui fait que tu vas devenir une star? Qu'est-ce qui fait qu'on va te voir? Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à tenir? Parce que tout le monde peut avoir des coups d'éclat, en vérité. Le plus dur dans ce métier, c'est tenir. C'est tenir. Et c'est là où je dis que c'est affreusement difficile. Et des personnalités qui tiennent, comme Jean-Pierre Daroussin qu'on a reçu ici, ce sont souvent des personnes plutôt discrètes qui ne font que travailler et qui ne se retrouvent pas... Moi, je ne suis pas très discret. Mais je travaille beaucoup, mais je ne suis pas très discret. Qui ne se retrouvent pas dans la une de Voici. Ce que je dis toujours, il ne faut pas confondre. Soit tu aimes ce métier et tu arrives à en vivre, ce qui est merveilleux. Voilà. Soit tu aimes l'idée d'être une star et il ne faut pas faire ce métier. Parce que il y a une star sur 1000 comédiens qui travaillent aujourd'hui. Tu vois, donc il faut savoir ce que tu as envie de faire dans la vie. Tu vois. Si ce que tu veux c'est être visible, machin et tout, laisse béton, quoi. Par contre, si ce que tu aimes, c'est ce métier, alors oui, tu as des chances, in fine, de finir par être visible. Mais ce qui est difficile, c'est de s'accrocher, tu vois, c'est hyper dur. Tu es toujours dans le regard de l'autre, tu vois, tous les gens qui passent des castings. Moi, je passe des castings ou des gens passent des castings pour moi, tu vois, c'est bizarre pour moi. Tu vois, mais je passe encore des castings. Si on me demande d'en passer un, je vais le passer sans aucun problème. Mais tu vois, c'est compliqué dans le regard de l'autre, dans le désir de l'autre. C'est tout un truc qui est pas simple. Donc, si tu n'es pas prêt à ça, à t'apercevoir que ce métier est affreusement dur, mais il faut pas le faire. Tu vois, il y a toujours des gens qui galèrent à me dire ah oui, mais j'en ai marre, ça fait 5 ans que je galère. Oui, bah, tu as plein de comédiens qui ont galéré jusqu'à 45 ans, et d'un seul coup, 45 ans, Gérard Bacri, il est devenu connu, il avait je sais pas quel âge, tu vois. Enfin, c'est pas grave. Si tu arrives à vivre de ton métier et que vraiment c'est ce que tu aimes, tu t'en fous en fait. Le but, c'est pas d'être multimilliardaire ou d'être super connu. Tu vis entre Las Vegas et Paris, qui sont quand même deux extrêmes.
Alors, c'était assez loin. J'ai un pied à Paris, un pied à Las Mais Vegas. culturellement, ce sont deux extrêmes. Les Ah bah oui. États-Unis et la France, la culture française. Où est-ce que tu te sens le mieux? Ah, alors c'est très compliqué comme question, ça, parce qu'on me la pose très souvent. Ah, Euh, la réalité, c'est que déjà, tu as raison, c'est pas du tout pareil. Exemple, quand j'ai ouvert mon premier show à Las Vegas, personne ne riait. Alors que je faisais tous mes trucs habituels, tu vois, j'avais juste traduit en anglais. Je me suis dit, oh, putain, ok, c'est vraiment pas pareil. Il m'a fallu un mois pour les faire rire vraiment du début à la fin, comprendre ce qu'il fait que je change, être plus physique, être plus premier degré, tu vois, ce truc-là. Mais donc, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est intéressant parce que tu fais pas le même travail. Tu vois, quand je fais un spectacle aux États-Unis, comme je fais en ce moment-là, ou un spectacle en France, je n'ai pas du tout les mêmes recettes, c'est pas les mêmes codes, ni visuels, ni textuels, ni de mise en scène. Tout est très différent. Donc ça, c'est intéressant. Tu te nourris de ce truc-là et c'est amusant. Et après, je vais te dire, c'est comme tout, il y a des inconvénients et des défauts des deux côtés. Donc en fait, te dire ce que je préfère, c'est extrêmement complexe parce que j'aime beaucoup les deux. C'est comme les gens me disent, ah mais tu préfères être metteur en scène, comédien, machin. En fait, moi, j'aime pas, j'aime tout. Sinon, je le ferais pas en vrai. J'ai la chance, à mon âge avancé maintenant et avec ma carte, de faire que les choses que j'aime et de pas m'emmerder à faire des trucs que j'aime pas. on entend ce Donc, réjouissement constant. donc du coup, voilà, j'aime vraiment foncièrement les deux. Voilà, après, mon fils vit à Las Vegas. Donc, c'est sûr que quand je suis dans l'avion qui va à Las Vegas, je suis heureux parce que je vais retrouver mon fils, mon chien. Mais tu vois, voilà, j'ai ce truc-là pour moi, la maison maintenant, c'est Las Vegas. La maison, Voilà. c'est Las Je Vegas. rentre à la maison à Las Vegas. Voilà. Et à Paris, c'est ma maman, qui vient aussi à Las Vegas de temps en temps, tu vois, et c'est le travail, beaucoup plus. Parce que je travaille quand même plus à Paris qu'aux États-Unis pour l'instant. Sauf que ton Même travail, c'est que du réjouissement. Même si c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de plaisir. Ouais, après, tu vois, j'ai pas de mec parce que je bosse quand même 20 heures par jour, donc c'est très compliqué de me suivre, tu vois. Puis je suis une semaine là, une semaine pas là, tu vois. Et puis parfois, les gens ne comprennent rien. Tu vois, en ce moment, je travaille sur un musée, sur un restaurant que je vais ouvrir à Las Vegas. Et donc les gens me disent, mais attends, mais en fait, le mec, mais c'est qui en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et, et je m'en fous. Je fais ce qui m'amuse. Donc je fais la mise en scène d'un restaurant. Alors c'est pas la mise en scène d'un spectacle, mais c'est un concept, une idée que j'ai eue. Et je fais le resto avec un de mes meilleurs amis, un très très grand chef français. Et on s'éclate. Et tu vois, je m'amuse à faire ça. Donc C'est ce que j'entends. voilà. On s'éclate et tu as cette créativité permanente. Alex Good, qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon de 11 ans qui vient d'avoir un terrible accident? Bon, écoute, sur le moment, il faisait pas la fête, hein. Il avait une drôle de gueule. Et il était pas très, très content. Je me rappelle, ma mère m'a raconté quand je m'étais réveillé, de mon pseudo commun machin, que j'étais complètement fou. Je racontais des horreurs et que je disais que des gros mots. Je disais, bon, calme-toi, ça va aller, ça va pas être simple, hein, parce que rien n'est simple. Et même partir à l'étranger, c'est hyper compliqué en fait. Tu es loin de tes amis, de ta famille, il faut t'installer, faut comprendre des cultures et tout ça. Donc, mais je pense que je lui dirais juste, continue, tu verras bien ce qui se passe. J'ai pas envie de déflorer, même là, en vérité. Malgré tout ce que je fais, je suis incapable de te dire dans un an ce que je vais faire. Et c'est le propre de ce métier d'ailleurs. Tu vois, je ne sais pas. Là, je lance semaine en pause. Je pars en tournée avec une pièce a priori. J'ai des émissions prévues, j'ai des trucs. Mais en vérité, dans un an, je sais pas. Dans 2 ans, encore moins. Dans 3 ans, la retraite, mais c'est un truc qui n'existe pas pour moi. Je ne veux même pas concevoir que j'aurai une retraite. Je m'en fous. Je continuerai à faire des trucs. Tu vois, l'IA, qu'est-ce que ça va changer sur nos métiers, sur tout, tu vois, tout ce qui se passe. Donc, je trouve ça assez passionnant. Donc, j'ai jamais eu peur. Vraiment, pour moi, en tant qu'individu. Voilà. Maintenant, j'ai peur pour mon fiston, parce que ça, c'est normal, parce que tu dis dans quelle société on vit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il y a partout, il va y avoir moins de métiers, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, mon fils, il a 10 ans, il va être comédien. Donc, tu vois, hier, il est arrivé à Paris, on est allé à Ménopause. Dès qu'on a fini Ménopause, il m'a dit, papa, est-ce que je peux aller sur scène et faire semblant de jouer? Tu me prends en photo? Et on a fait le truc, j'ai dit, mon cœur, vas-y, on y va. Et on a fait ça, tu vois, il a très envie d'être comédien. Alors toi, t'es papa, tu sais à quel point c'est dur. Tu dis, oh mon Dieu, quel enfer. Quel enfer. Mais par définition, je veux pas le brimer, tu vois, parce que moi, je me suis jamais brimé. J'ai toujours fait ce que j'avais envie. Parfois, je me suis planté, hein. J'ai pris des gros gadins énormes. Tu vois, j'ai lancé une marque de gourdes. Bon, on peut pas dire que ça m'ait rendu riche pour l'instant, l'Alex Gourde. Hein. Mais les gens l'adorent. Hein. Mais j'ai pas gagné beaucoup d'argent. J'en ai perdu. Être un artiste, c'est être aussi un entrepreneur. Entreprendre, créer. Mais tu es obligé, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde. Tu ne peux pas attendre que ça tombe du ciel. Donc tu sors de sans cours. filet, Tu sans sors de sécurité. cours de comédie. Regarde, moi je suis sorti des cours Simon, tout heureux de la star du cours. On était quelques-uns à. Tu vois, il y a Delphine Depardieu qui vient d'avoir un Molière, là, qui était une de mes copines de cours, Jean-Benoît Souille, qui est un excellent, extraordinaire acteur. On était tous de la même promo, tu vois, on est sortis. On a tous dit, ah putain, vous allez cartonner, vous êtes géniaux sur scène, ça va être super facile. Et moi, je passe mes 2 premiers castings, tétanisé de trouille, j'y arrive pas. Je me dis, bah, tu sais quoi?
oh là là, trop compliqué pour moi. Je vais me bouger le cul, je vais faire mon premier spectacle. Et j'ai fait mon premier spectacle moi-même, et ça a lancé ma carrière théâtrale, tu vois. Il faut faire. Si vous êtes en train d'attendre que ça tombe, ou de passer des castings et des castings et des castings, le problème d'un casting, c'est que, voilà, moi par exemple, tu viens me voir, tu sais un peu ce que j'attends maintenant. Les gens, ils me connaissent, tu vois, ils savent ce que j'aime, comme énergie, comme humour, comme physique et tout. Donc quand ils viennent passer des castings, ceux qui ont bien bossé leur casting, ils ont été voir mes spectacles, ils ont cherché en ligne, donc ils arrivent un peu préparés au casting, ils viennent pas la queue entre les jambes, tout timide et tout ça. Voilà. Ou alors, et si j'essaie de les décoincer, si j'y arrive pas, c'est mort. Mais tu vas passer des castings. Tu es dépendant de quelqu'un qui ne te connaît pas, qui va pas forcément t'aimer, qui a une idée très arrêtée de ce qu'il veut. Pour peu que tu aies les cheveux roux et qu'il veut un mec avec les cheveux bruns, t'es niqué. Tu vois, s'il est un peu fermé, le mec. Donc c'est hyper dur. Donc moi je dis, faites. Et même si c'est dur, tu vois, faites un petit spectacle avec des potes, faites du one man. Maintenant vous avez quand même la chance de faire Instagram, tu vois. Faites Instagram, YouTube, TikTok. Faites des trucs pour qu'on travaille. Attendre comme ça que ça arrive, c'est mort. Mais c'est mort, surtout aujourd'hui. Il y a trop de demandes, tu vois. Il y a trop de demandes. Même nous, enfin, tu vois, même moi quand je fais des castings, je me dis, bah tiens, attends, je vais aller voir ceux dans le domaine qui ont pas mal de followers, voir s'ils ont du potentiel, tu vois. C'est des gens qui ont bossé, qui attendent pas en fait, qui essaient de faire des trucs, du contenu. Voilà, il faut travailler. Le fameux personal branding, travailler sur les réseaux sociaux, mais qui est de plus en plus etc. facile maintenant aujourd'hui. Hein. Tu parles à ChatGPT tous les jours, tu dis, écoute, chat, tu l'appelles chat, parce que moi ça me fait rire d'appeler chat, mais comme je suis gay, ça m'amuse. Mais tu dis, c'est ma chatte, je suis gay et j'ai ma chatte. On rigole. Mais tous les jours, je parle à des chattes différentes en étant homosexuel. Mais tu vois, qu'est-ce que je peux faire, donne-moi des idées, machin et tout. Alors, il faut avoir la jugeote de dire qu'il va donner 50 idées, qu'il y en aura 49 pourries, mais une super. Il faut être capable d'avoir une capacité de jugement. C'est encore la limite de l'IA aujourd'hui. Tu vois, mais voilà, aujourd'hui, tu as plein d'outils pour t'aider. Je veux dire, tu peux faire des films maintenant incroyables avec ton téléphone, des montages où tu fais croire que tu es Superman. Donc, faire une bande démo aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile que ça ne l'était à mon époque, ou même il y a 5 ans. Tu vois, les progrès sont tellement dingues. Donc allez-y, prenez le temps, renseignez-vous, bossez, travaillez. Et puis voilà, faites-vous voir. Allez-y, allez voir Ménopause. Surtout, ça joue tout l'été ? Alors ça joue tout l'été, on ne s'arrête pas. Tu sais, quand on a la chance d'être un succès comme ça, on est tranquille. Ça joue tout l'été du mercredi au dimanche et à 19h. Et Ménopause arrive le 1er octobre. Le 1er octobre. Alex Wood, merci pour ce délicieux moment. Merci à toi, Soledad. Quel bientôt. Joli prénom quand même. Merci. C'est beau, hein ? Merci.